Poutine révèle des détails inattendus sur la guerre en Ukraine. Une paix est-elle possible? Restez avec nous pour tout comprendre. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'interview de Vladimir Poutine, où il partage des informations exclusives sur les tentatives de négociation avec l'Ukraine, les dynamiques de pouvoir et pourquoi il refuse de mettre un terme aux hostilités. Que se cache-t-il vraiment derrière ces paroles? Dans cette interview accordée à Olga Skabeyeva, Vladimir Poutine révèle que la Turquie a tenté à plusieurs reprises d'intermédier des propositions de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais selon lui, chaque fois qu'un accord semblait se dessiner, Kiev revenait sur ses engagements. Ces revirements fréquents ont nourri la méfiance de la Russie, qui affirme que l'Ukraine et ses alliés occidentaux ne sont pas sincères dans leur démarche de paix. Poutine critique ouvertement l'Occident, qu'il accuse de vouloir affaiblir stratégiquement la Russie au lieu de rechercher une issue pacifique au conflit. Il affirme que les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais eu l'intention de faciliter un compromis équitable, mais visent une victoire stratégique sur la Russie. En réponse, Moscou considère cette attitude comme une menace directe à sa sécurité, justifiant ainsi le refus de geler le conflit. Poutine insiste sur les avancées des troupes russes sur plusieurs fronts et la maîtrise croissante de ses forces dans l'utilisation des nouvelles technologies, notamment des drones fabriqués directement sur le champ de bataille. Il souligne la coordination parfaite entre l'aviation, l'artillerie et les systèmes de missiles qui donneraient un net avantage aux troupes russes. Pour Poutine, un cessez-le-feu sans conditions favorables à la Russie est hors de question. Il ne veut envisager un compromis que s'il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il respecte les intérêts stratégiques de Moscou. Il se dit ouvert aux discussions, mais accuse l'Ukraine de fuir ces dialogues dès qu'ils prennent une tournure concrète. Selon lui, la Russie est prête à négocier, mais pas à n'importe quel prix. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes au 4e jour du Forum des BRICS. J'ai vu que vous n'aviez pas pu poser votre question. Un grand merci à vous. Je vais commencer sans plus attendre par un scoop mondial. Et ce serait effectivement un scoop. Aujourd'hui, il s'est avéré soudain que l'Ukraine et Zelensky, qui ne cessaient de se glorifier publiquement, nous ont proposé, par l'intermédiaire de nos partenaires turcs, des propositions de négociation. Pourriez-vous nous donner plus de détails ? Vous savez, c'est un sujet assez délicat. Effectivement, nos partenaires turcs nous ont contactés plus d'une fois, à plusieurs reprises, pour nous remettre certaines propositions venant, comme ils le disaient, de la partie ukrainienne. Mais à chaque fois que nous étions d'accord, il s'avérait que la partie ukrainienne avait déjà refusé. Cela nous est arrivé 2 fois. Maintenant, M. Erdogan, que nous avons rencontré hier, a une fois de plus rétabli ses propositions de poursuivre des contacts en lien avec la navigation dans la mer Noire et d'autres questions. Franchement, je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance des documents que la partie turque, nos partenaires et nos amis turcs nous ont remis. Quelle heure est-il? 1h du matin. 1h du matin. Vous voyez, tout se passe sans arrêt. Il y a des contacts en permanence. C'est pourquoi je n'ai même pas eu le temps de prendre en main ces documents que nos amis turcs nous ont remis. Nous verrons. Nous n'y avons jamais renoncé. Mais nous nous sommes toujours basés sur le principe que les intérêts russes devaient être pris en compte dans toutes les négociations. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est le premier point. Quand nous consentions, je tiens à le souligner encore une fois, à poursuivre des contacts à ce sujet, les partenaires ukrainiens disaient soudain, le lendemain qu'ils n'étaient pas prêts. Cela est arrivé 1 fois, cela est arrivé 2 fois. Il faut comprendre, en fin de compte, s'ils sont prêts ou pas et à quoi ils sont prêts. Il faut du temps pour examiner en détail les propositions que la partie turque nous a remises. Vous avez déclaré que 2000 militaires étaient bloqués dans la région de Koursk. Le ministère de la Défense ne l'a pas encore annoncé, c'est une grande nouvelle. Il s'agit de quelle unité? D'une unité d'élite? En fait, oui. Il s'agit de plusieurs zones de percée. Dans l'une de ces zones, une partie d'une unité de l'armée ukrainienne a été coupée de la frontière et a été bloquée. Actuellement, ils entreprennent des tentatives pour les dégager. Je n'ai pas d'informations de dernière minute. Je n'ai pas encore eu le temps de parler à l'état-major général, au ministère de la Défense. À 2 heures du matin, la nuit dernière, les tentatives de les dégager avaient échoué. On a comme l'impression que les militaires qui y sont encerclés ne réalisent pas pleinement qu'ils sont encerclés.
Selon l'information dont nous disposons, l'armée ukrainienne a perdu le contrôle stable de ses troupes. Ces derniers temps, par chance, nous avançons sur toute la ligne de front. Est-ce parce que l'adversaire est à bout de souffle? Ou est-ce parce que nous avons mûri? On entend souvent dire que l'Occident s'est lassé de la guerre. Quelle est votre impression? Nous ne devrions pas nous relâcher. Certains se lassent, d'autres se comportent différemment. Nous ne devons pas y prêter attention. L'Occident ne cesse de répéter que leur allié doit gagner. En réalité, c'est eux qui veulent vaincre la Russie. Hier encore, ils déclaraient qu'il fallait infliger une défaite stratégique à la Russie. Il est clair que Poutine ne réussira pas dans cette guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le discours a changé, nous le constatons. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut que les encourager parce qu'ils commencent à réfléchir, à avoir une appréciation réelle de la situation. Aujourd'hui, la survie de l'Ukraine est en danger et la sécurité des États-Unis est en jeu. Ne vous méprenez pas. Poutine observe, le monde observe et l'histoire observe. Mais tout de même, globalement, le degré de confrontation avec la Russie ne diminue pas, les livraisons d'armes se poursuivent. Vous avez dit qu'il y avait des avancées sur toute la ligne de front. C'est plus vrai dans certains secteurs, moins dans d'autres. Dans le secteur de Kherson, il y en a moins, la ligne de front est stable là-bas, bien qu'il y ait certaines avancées là-bas. La ligne de front change uniquement en faveur de l'armée russe. Le groupement centre agit avec assurance dans tous les secteurs. Les militaires des groupements sud et est se battent très bien. L'expérience fait son travail, ils apprennent à travailler avec des équipements modernes, à réagir dans les meilleurs délais, à l'utilisation de ces mêmes équipements par l'adversaire. C'est de l'expérience tout cela. De l'expérience et les meilleures capacités du complexe militaro-industriel russe, et notamment du complexe militaro-industriel populaire. Il ne s'agit plus d'une plaisanterie. J'emploie ce terme dans le sens où des équipements nécessaires, notamment des drones, sont fabriqués non seulement dans les entreprises du secteur de la défense, mais aussi directement sur le champ de bataille par les militaires de leurs propres mains. Il s'agit du très bon niveau de formation technique des militaires. Et c'est très important, directement sur le champ de bataille, sur la ligne de contact. Cette expérience de conduite de la guerre avec des équipements modernes est capitale. Ils connaissent cela, mais encore mieux, ils savent le faire. Il y a encore un élément, la coordination des fonctions de tous les types de forces. Il s'agit de la coordination du travail de l'aviation, de l'artillerie, des unités de systèmes de missiles, y compris de haute précision, de la synchronisation avec les troupes d'assaut sur le terrain. C'est là que se trouvent les vrais héros, ceux qui se battent en première ligne. Et tout cela mis ensemble, cette expérience, y compris personnelle de nos soldats et de nos officiers, et la gestion des troupes, l'amélioration de la qualité de la gestion des troupes, donne cet effet dont nous sommes en train de parler. N'avez-vous pas l'impression que maintenant, au moment où nous réussissons, il semble nous pousser à geler le conflit, à adopter le scénario coréen ou chypriote, où le conflit sera arrêté avec une ligne de démarcation? Sommes-nous prêts à envisager cela, à penser à une telle issue? Toute issue doit être en faveur de la Russie, je le dis directement, sans aucune gêne, et doit se fonder sur la réalité du terrain. Et cela ne fait aucun doute, nous ne bougerons pas de notre ligne, aucune concession n'est possible. Nous sommes prêts à rechercher des compromis. Nous sommes prêts à accepter des compromis raisonnables. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails tout de suite puisqu'il n'y a pas de négociation de fond. La partie adverse les refuse. Nous venons d'évoquer avec vous les propositions de nos amis turcs. Il y a eu un événement au niveau de l'ONU à New York. Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a téléphoné directement de New York. Il a appelé M. Ushakov avec une proposition de la part de la partie ukrainienne. Nous l'avons acceptée. Le jour d'après, le dirigeant du régime de Kiev a déclaré publiquement qu'il ne mènerait pas de négociations. Il s'agit d'un comportement irrationnel qui est difficile à prédire. Il est impossible de faire des projets sur cette base. Il est donc prématuré de dire que nous nous mettrons d'accord, ou de parler de ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. Est-ce que vous avez vu la réaction à votre déclaration concernant la Corée du Nord? On dirait qu'elle a provoqué une explosion à Washington et en Ukraine. On dit que vous
vous l'auriez reconnu. La chaîne américaine NBC vous a posé une question sur des soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Vous avez évoqué l'article 4. Un document vient d'être publié sur le site de la Douma. On dit qu'il s'agit d'une assistance militaire mutuelle dans le cas d'une agression contre chacune des parties. Oui, c'est ce qui est écrit dans l'article 4. Je ne sais pas de quelle explosion il s'agit. Il faut juste que les éclats ne volent pas trop loin et que la poussière retombe après cette explosion. Mais l'article 4 existe. La manière dont nous allons utiliser cet article n'est pas encore claire. Nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens. Et lorsqu'il nous faudra prendre une décision, nous le ferons, bien sûr. Mais je tiens à souligner qu'il s'agit de notre décision souveraine. Si nous emploierons quelque chose ou non, ou comment, si nous en avons vraiment besoin, ou si nous nous en tiendrons à effectuer des exercices sous telle ou telle forme, des formations, ou transmettre une certaine expérience, cela nous appartient. Tout comme avec l'Ukraine, quand on nous dit que la question d'assurer sa sécurité, que ce soit avec ou sans l'OTAN, lui appartient. Pour conclure, cette interview est claire sur les motivations profondes de Vladimir Poutine et sur les tensions persistantes autour des négociations. La Russie continuera-t-elle son offensive jusqu'à obtenir des gains territoriaux? Le chemin vers la paix semble encore long et semé d'embûches. Seule une solution intégrant les intérêts des deux parties pourrait changer le cours du conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo.